Bonjour à tous, 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. À la une de l'actualité, les marchands tabliers établis au rond-point Liberté 6 ont finalement obtenu un délai. Le préfet leur accorde jusqu'au lundi 24 février pour quitter les lieux. Les riverains, eux, s'impatientent. Le marché cause d'énormes désagréments. Reportage de Fatoumata Diallo à suivre dans cette édition. Le point sur le dialogue politique en cours. Les discussions se poursuivent avec beaucoup de lenteur et surtout de nombreux points de discorde. L'enseignant-chercheur docteur en sciences politiques Maurice Soudieck-Dione se dit sceptique. Il décèle une mauvaise volonté du régime en place. Les discussions risquent de s'enliser. Analyse à suivre dans cette édition et puis large focus sur la gestion des déchets biomédicaux après les inquiétudes notées ces derniers temps à Dakar, un véritable casse-tête pour les structures sanitaires de la chaîne de collecte, donc l'incinération, une batterie de normes à respecter. L'hôpital Aristide de Le Dantec, un système efficient a été mis en place à Kaolack. La région médicale met en place un dispositif sécurisé à Saint-Louis. Le système également en place avec quelques difficultés notées, notamment pour le tri, des difficultés aussi dans les moyens. Et puis l'actualité internationale avec les deux premières victimes européennes en Italie. L'épidémie de coronavirus inquiète aujourd'hui l'Europe. Nous ferons le point dans cette édition mise en onde par Alune Badarazo. Bonjour à tous. Merci de choisir Sen Radio pour vous informer. Déguerpissement du marché établi au rond-point Liberté 6. Le préfet accorde finalement aux commerçants un délai. Ils ont jusqu'au lundi 24 février pour quitter les lieux. Les riverains, eux, s'impatientent. Le marché occupe une partie de la route et cause depuis longtemps d'énormes désagréments. Reportage de Fatoumata Diallo. Au rond-point Liberté 6, le décor est toujours le même. Les marchands tabliers sont sur place. Les clients viennent faire leurs achats. Juste à côté du terminus des Tata, nous avons croisé Ahmadou Ngom, riverain, pour qui le rond-point n'est pas un marché et il est occupé de manière anarchique. Le préfet doit continuer sa mission. Ce n'est pas un marché, c'est un rond-point, c'est une voie publique occupée de manière anarchique parce que les autorités n'ont pas su faire régner l'ordre. C'est un danger public, c'est un danger pour tout le monde, pour les piétons, pour les automobilistes, pour tout le monde. Ici, ce n'est pas un marché, la voie publique doit être dégagée. Des sanctions, c'est ce que veut cet habitant. Il est inadmissible qu'au cœur de la capitale, qu'on implante un marché. On a des autorités qui doivent nous administrer et l'ordre doit être respecté par les autorités. Et tout le monde voit ce qui se passe. Et pourquoi on ne fait rien? Pourquoi on ne fait rien? Pour qu'il y ait la discipline, il faut qu'il y ait des sanctions. Mais sans sanctions, on ne peut pas faire respecter, régner la discipline. Et c'est l'anarchie totale. On ne peut pas, au cœur d'une capitale, tolérer une chose pareille. C'est inacceptable. Ce jeune homme du nom de Amadou, trouvé dans une boutique, les écouteurs branchés sur les oreilles, n'est pas du même avis. Selon lui, l'implantation de ce marché ne le dérange point. Les riverains du rond-point Liberté 6 vivent ce calvaire depuis des années. Selon eux, le préfet doit poursuivre les opérations de désencombrement pour qu'ils puissent circuler en toute quiétude. Pour rappel, les marchands tabliers peuvent continuer leurs activités jusqu'au 24 février prochain, le temps de leur permettre de plier bagages. Car le marché sera déguerpi. Il se trouve sur le tracé du BRT. Les commerçants devaient quitter hier vendredi dernier délai. Le préfet leur accorde donc un délai jusqu'à ce lundi 24 février. Puis dialogue politique, les discussions se poursuivent mais avec beaucoup de lenteur, de nombreux points de discorde. Cumul chef de l'État, chef de parti, article 80, parrainage, comment obtenir le consensus. L'enseignant-chercheur en sciences politiques, Dr Maurice Soudieck-Dione, se dit sceptique. Il décèle une volonté du régime de vouloir conserver le pouvoir coûte que coûte. Les discussions vont s'enliser, explique Dr Maurice Soudieck-Dione, interrogé par Rapsé Ilmanouane. Il y a naturellement des difficultés dans le dialogue politique, mais d'abord, j'ai toujours été sceptique par rapport au dialogue politique pour deux raisons. D'abord, le dialogue politique ne peut pas faire de miracle, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas eu avec les assises nationales que le président Sall avait signé, ce qu'on n'a pas eu avec la Commission nationale de réforme des institutions. De mon point de vue, c'est pas avec le dialogue qu'on va l'avoir parce que le régime en place a toujours montré qu'il a toujours été réticent, invariable dans la perpétuation des logiques autoritaires et des logiques de conservation du pouvoir. Et pour cela, n'a jamais lésiné sur l'instrumentalisation des règles du jeu. Encore aujourd'hui, on est face à une certaine incertitude par rapport à la troisième candidature du président Sall.
et une autre incertitude aussi liée à la succession. Donc tout cela fait que le régime en place s'arc-boute sur toutes ces questions-là qui risquent de redistribuer les cartes sur l'échiquier politique sénégalais et qui ne risquent pas de le favoriser. Et le régime du président Sall a montré qu'il a toujours évité toutes les réformes qui renforcent la démocratie dès l'instant que ces réformes-là ne vont pas dans le sens de leurs intérêts. Alors que faire, docteur, devant tous ces points de désaccord? Bien entendu, le dialogue risque de s'enliser. Je crois qu'on risque de s'acheminer vers une catégorisation des points, des avancées. On va avoir comme avancée ce qui est le minimum requis, c'est-à-dire l'audit du fichier électoral, le renvoi des élections locales, encore qu'on a la question du parrainage qui arrive. Ça va être aussi une question très épineuse, très délicate. Donc finalement, moi je n'ai pas grand optimisme par rapport à l'issue du dialogue national et je crois que l'avenir nous édifiera là-dessus. Mais personnellement, je suis sceptique parce que la logique de fonctionnement du régime du président Macky Sall depuis son arrivée au pouvoir, c'est d'éviter toute avancée démocratique qui risque de gêner sa conservation du pouvoir. Donc dans ces conditions-là, on ne peut être que dubitatif par rapport à l'issue du dialogue national parce qu'à l'origine, il y a une sorte de mauvaise volonté à accepter les règles du jeu. Vous venez de suivre l'analyse du docteur Maurice Soudieck-Dione, enseignant, chercheur en sciences politiques. Parlons à présent de la gestion des déchets biomédicaux, véritable casse-tête pour les structures sanitaires, de la chaîne de collecte à l'incinération, une batterie de normes à respecter face aux risques sanitaires et environnementaux. L'hôpital Aristide Le Dantec a mis en place un système efficient pour se conformer aux normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé, mais la structure qui utilise encore un incinérateur vieux de 25 ans veut une infrastructure plus adaptée. Marie-Rosa Lindiaye. Les déchets biomédicaux comprennent tous les déchets produits lors d'actions de soins ou de diagnostic. Selon l'OMS, 85% de ces déchets sont comparables aux ordures ménagères et ne sont pas dangereux. Les 15% restants sont considérés comme dangereux et peuvent être infectieux, dit Bokor Sène, chef du service des soins infirmiers de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il y a les déchets communément appelés les OPCT, c'est-à-dire tout ce qui est objet, aiguille, coupant, tranchant, les seringues en font partie. Et ensuite, il y a les déchets anatomiques, c'est tout ce qui est issu des organes d'exploration, d'amputation, etc. Ensuite, nous avons les déchets issus des soins, les DASTI, déchets à risque infectieux, qui sont les déchets issus des pansements, des tubulures, des perfuseurs, des liquides, que ce soit les liquides biologiques, des produits sanguins. Ces déchets biomédicaux constituent cependant un réservoir de micro-organismes susceptibles d'être infectieux. Leur impact sur l'environnement est aussi réel, explique le chef de service des soins infirmiers de l'hôpital de Dantec. Donc les risques sanitaires, d'abord, c'est des risques de blessures, parce que c'est des choses que nous manipulons, etc., et qui sont mis soit dans des boîtes de sécurité, les déchets pouvant piquer ou couper ou en tout cas qui sont un objet pointu sont mis dans des boîtes de réceptacles. Ces boîtes-là sont incinérées directement, il n'y a pas de manipulation. Il peut y avoir aussi des risques avec des accidents avec exposition au sang, mais le dispositif mis sur place permet que si cela arrive, donc des dispositions nécessaires aussi sont prises. Il y a les risques environnementaux. Les risques environnementaux, c'est la pollution de l'atmosphère, parce que nous avons un incinérateur qui, en brûlant, dégage une fumée. Ainsi, la gestion de ces déchets nécessite une organisation rigoureuse. Ils sont triés, ensuite mis dans des réceptacles. Les réceptacles sont d'abord deux sachets, un sachet noir et un sachet rouge. Le sachet rouge contient tout ce qui est déchets biomédicaux et le sachet noir contient tout ce qui est déchets assimilés aux ordures ménagères, collectés et transportés au niveau de l'unité de traitement. L'unité de traitement, c'est l'incinérateur. La machine tourne, en tout cas presque 12 heures sur 24. À l'hôpital Aristide Le Dantec, avec un incinérateur vieux de 25 ans et qui tourne 12 heures sur 24, beaucoup de défis s'imposent pour une gestion efficiente de ces déchets biomédicaux. Des démarches sont entreprises selon le responsable pour l'acquisition d'un appareil qui réponde plus aux normes. Marie-Rosa Lindiaye, à Kaolack, la région médicale a mis en place un dispositif sécurisé pour collecter les déchets biomédicaux. Des boîtes sécurisées sont utilisées. Les déchets incinérés à Koutal sous surveillance
Les précisions de Awa Thiaw. Les déchets médicaux provenant des différentes structures sanitaires sont gérés avec rigueur et précaution à Kaolack. La région médicale met toutes les garanties qu'il faut pour le contrôle. Dans les différents postes de santé comme à l'hôpital, des boîtes sécurisées recueillent seringues, perfuseurs, tubes, poches de sang et autres matériels. Ces boîtes sécurisées sont ensuite acheminées des postes de santé au centre de santé en toute sécurité par un personnel équipé. C'est après seulement que le médecin-chef de district ordonne à une équipe spécialisée de les convoyer au niveau de Koutal où se trouve l'incinérateur. Et les déchets médicaux sont incinérés sous surveillance. Un gardien recruté assure la sécurité des lieux. Ceci montre qu'à Kaolack, les autorités médicales ne badinent pas avec les déchets et autres ordures provenant des structures sanitaires. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, une situation qui préoccupe les acteurs à Kaolack. Le dispositif est en place. Des boîtes sécurisées sont utilisées pour la collecte. Les déchets incinérés à Koutal sous haute surveillance. À Saint-Louis, les structures de santé n'ont pas de difficulté à gérer les déchets médicaux. Ils sont collectés puis acheminés à Dagana où se trouve un incinérateur d'une grande capacité. Seulement à Saint-Louis, quelques difficultés sont notées pour le tri, la disponibilité du carburant pour l'acheminement des déchets et également un problème soulevé par Dr Mamadou Diong. Dr Mamadou Diong est le chef du bureau régional de l'immunisation et de la surveillance épidémiologique de la région médicale de Saint-Louis. Vous l'entendrez dans une poignée de secondes. Il revient sur le système mis en place à Saint-Louis pour la gestion des déchets médicaux. Retenez que la situation préoccupe les habitants à la suite de quelques images diffusées récemment au niveau des réseaux sociaux et montrant des déchets biomédicaux aux abords d'une plage de Dakar. Les autorités dans les différentes régions médicales affirment que le système en place est maîtrisé. À Saint-Louis, les structures de santé n'ont donc pas de difficulté à gérer puis à acheminer ces déchets biomédicaux. Nous aurons l'occasion d'entendre le docteur Mamadou Diong, chef du bureau régional de l'immunisation et de la surveillance épidémiologique de la région médicale de Saint-Louis. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions dans le journal en Wolof à 13h. L'actualité internationale dans une poignée de secondes. Actualité internationale qui nous plonge dans le domaine donc de la santé, toujours avec l'épidémie de coronavirus. L'inquiétude enfle après donc le deuxième décès enregistré en Italie, des foyers de la maladie qui se multiplient. Un premier cas confirmé au Liban, un cas en Israël, 10 nouveaux cas en Iran, 109 décès supplémentaires vendredi en Chine. L'épidémie de coronavirus poursuit ainsi sa progression à travers le monde. L'épidémie touche désormais 26 pays et territoires en dehors de la Chine continentale. Elle a déjà fait une dizaine de morts et pour la première fois, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a affirmé que la période propice pour enrayer l'épidémie due au nouveau coronavirus se rétrécit. L'OMS s'alarme de l'absence de lien épidémiologique clair dans des cas apparus en dehors de la Chine. En Italie, par exemple, après un premier décès, celui d'un homme de 78 ans, une deuxième personne testée positive au coronavirus est morte selon les autorités ce matin. Il s'agit d'une Italienne qui était hospitalisée depuis une dizaine de jours et résidait en Lombardie, région de Milan. Ce sont les premiers Européens morts après avoir été infectés par le nouveau coronavirus en Italie. Une trentaine de cas de contamination ont été répertoriés jusqu'à présent dans le pays. Cette vague de contamination a contraint les autorités italiennes à prendre des mesures drastiques. Bars, écoles, églises ou encore stades, les lieux publics ont été fermés depuis hier et ce pour une semaine dans 11 villes du nord de l'Italie. La mesure touche aussi les bibliothèques, les mairies, les magasins ainsi que les nombreux défilés de carnaval organisés en cette période de l'année. Les écoles étaient fermées, sont fermées aujourd'hui dans une grande ville proche de ces lieux de contamination.
contaminations. Et puis retenez que le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus a presque doublé en Corée du Sud avec 142 nouveaux cas pour un total porté désormais à 346 personnes, annoncent les autorités ce matin. Une deuxième personne est décédée de la maladie Covid-19, ajoute le Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies dans un communiqué publié ce matin. Et puis toujours concernant cette épidémie, le point en Chine ce matin, l'épidémie a causé 109 décès supplémentaires hier vendredi en Chine, selon les autorités sanitaires locales qui ont donné l'information ce matin, ce qui porte à 2345 le nombre de décès liés à l'épidémie depuis qu'elle est apparue dans le centre du pays. La Commission nationale de la santé a fait état de 397 nouveaux cas de contamination en Chine continentale où 76 280 personnes ont été diagnostiquées porteuses du virus depuis son apparition. Voici la situation concernant l'épidémie de coronavirus dans le monde. Et puis toujours dans l'actualité internationale, au Togo, 7 candidats sont en lice dont le président sortant Faure Gnassingbé qui brigue un 4e mandat. Un peu plus de 3,6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes depuis ce matin pour le premier tour de ce scrutin. Les bureaux de vote vont fermer à 16h temps universel et les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Et puis parlons de la situation électorale en Guinée-Bissau. La CEDEAO prend des sanctions contre la Guinée-Bissau. La CEDEAO annonce les sanctions, révèle la Presse Afrique ce matin. La CEDEAO demande à la Cour suprême et à la Commission nationale électorale de la Guinée-Bissau d'œuvrer pour un dialogue constructif afin de résoudre rapidement le contentieux électoral et de ne pas verser dans une tension, sinon conformément à l'esprit des débats du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. La commission de la CEDEAO informe que les sanctions pourront être prises contre tous les acteurs qui n'agiraient pas dans le sens de la normalisation politique et institutionnelle en Guinée-Bissau, dans le communiqué publié par la CEDEAO et repris par Presse Afrique ce matin. Il est 12h17 dans nos studios. La revue de